Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 16 de Good Manufacturing Podcast. Alors, un épisode printanier, un épisode qui devait être de déplacement pour moi, mais au final, je suis à la maison parce qu'on a décalé à vendredi soir. Et oui, vendredi soir où je suis sur ma terrasse avec une petite bière. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Messire Arnaud, chevalier de l'ordre des BPF et baron des dossiers de l'eau. Arnaud, comment ça va ? Ça va bien. Je sais pas si c'est pas un peu réducteur, baron des dossiers de l'eau, mais bon, écoute. Tu préfères être duc ? Ouais, ou je dirais baron de la qualité, je sais pas. Oh là là, ça va les chevilles. Oh, l'ego. Et du coup, avec nous, j'ai l'immense plaisir d'avoir Hayat qui est formatrice en zone atmosphère contrôlée et qui vient discuter avec nous pour notre sujet, la formation. Comment ça va, Hayat ? Ça va et vous ? Ça va bien, merci. Ravi de te recevoir. Avec plaisir. Moi, je suis ravie. Super, on est très content et très excité par cet épisode sur la formation. Ça faisait un petit moment qu'on essayait d'en faire un. C'est ton premier épisode, c'est ta première expérience en podcast ? Oui, c'est la première. Eh ben, on espère qu'elle sera bonne. Et si tout le monde est prêt, je vous propose de commencer par la traditionnelle news. Allez, c'est parti. BFM TV, bonsoir. Figure-toi que du coup je faisais un peu de la veille, mais j'ai pas trouvé de trucs plus intéressants que ça. Du coup, je suis allé chercher dans mon vivier de warning letter. Et là ils ont repris les États-Unis, la FDA a repris un peu les audits. Et il y en a il y a un labo, moi je vais le balancer de toute façon, on s'en fout, c'est public. Qui s'appelle Ultra Seal Corporation. C'est situé aux États-Unis. J'essaie toujours d'en prendre aux États-Unis parce que de toute façon ils se tirent tous des balles dans le pied avec ça. Et du coup ils se sont pris une grosse warning letter. C'était assez intéressant. Donc on va parler OS. Faudra qu'on fasse un épisode sur les OS un jour. Ouais. Là du coup il y a source d'inspiration là. Du coup l'intitulé c'est votre entreprise a omis d'établir et de suivre des procédures écrites adéquates pour le nettoyage et l'entretien des équipements. Donc la FDA a observé donc ils ont observé que ils avaient pas de validation de nettoyage pour les équipements critiques non dédiés en contact direct avec le produit. En gros, ça devait être des presses à comprimer. Et lors de l'investigation, l'entreprise n'a pas été en mesure de fournir de justification adéquate que les procédures de nettoyage actuelles avaient éliminé adéquatement les résidus de médicaments et prévenaient les contaminations croisées. C'est chaud. Après, on peut se dire, bon, ok, ils n'ont pas de validation de nettoyage, mais ça se trouve, leur nettoyage, il fonctionne. Donc le problème, c'est que quand les mecs ils ont commencé à regarder un peu la liste des OS, quoi. Voilà, votre entreprise n'a pas enquêté de manière approfondie sur tout écart inexpliqué sur l'échec d'un lot ou d'un de ses composants à répondre d'une de ses spécifications, que l'eau ait déjà été distribuée ou non. Entre parenthèses, c'est un OS. L'entreprise votre enquête sur la contamination croisée de 22 lots de comprimés, 22 lots, donc avec un ingrédient pharmaceutique actif, la HGCV, qui ne fait pas partie de la formulation. Donc en gros, ils ont trouvé un API qui n'était pas dans la formulation, et du coup, ils ont retrouvé en gros une substance active qui faisait pas partie de la formation. Dans 22 lots. Dans 22 lots. Je suis choqué, quoi. Là, je dis rien parce que je suis encore bloqué là-dessus. Alors attends, une seule enquête. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les 22 lots en une seule enquête. Et l'enquête n'a abouti à aucune conclusion ni action corrective. Donc votre entreprise a ensuite procédé. Votre entreprise a ensuite procédé à la modification de la méthode d'analyse pour retester de nouvelles préparations d'échantillons. Vos tests étaient à nouveau défaillants.
pour la contamination croisée. Et donc, lorsque vous n'avez pas obtenu de résultats favorables, vous avez alors utilisé une méthode de test non validée pour tester uniquement les échantillons ayant échoué et ne toujours pas obtenu de résultats satisfaisants. Voilà. Mais du coup, ils ont fait quoi des vins de l'eau? Et ben alors, du coup, ils ont... non, c'est le problème. Hein. Dans les deux cas, la contamination croisée, vous avez ignoré tous les résultats de ces tests précédents sans fournir de justification scientifique adéquate pour invalider les AOS d'origine ou identifier la cause profonde. Au lieu de cela, votre entreprise a rééchantillonné et retesté l'eau défaillant avec des méthodes de test invalidées et non vérifiées jusqu'à ce que des résultats satisfaisants soient obtenus. Ah ouais. C'est pas ce qu'il faut faire. Ah, c'est le Moyen-Âge de traitement des AOS, là. Et donc, votre réponse est inadéquate car elle ne reconnaît pas et ne corrige pas les défaillances systématiques de votre unité qualité. Donc ça, c'est des traductions que j'ai faites. Hein. Bon, c'est approximatif, hein, mais donc un examen. Donc au final, bah voilà, ils se sont pris une énorme warning letter et après ils sont partis. Enfin, je vais arrêter là parce que qu'ils se sont fait auditer 2 autres sites après ça, et les 2 autres sites, ils ont trouvé à peu près la même chose. Donc pas de validation de nettoyage. Et ils se sont pris et vu que leur réponse, comme d'habitude, c'est une warning letter. Donc après la réponse après l'audit n'était pas satisfaisante, c'est là qu'ils se prennent la warning letter et que là, franchement, pour faire toute la validation de nettoyage en, je sais plus, c'est 30 jours, quelque chose comme ça, et ils vont, ou en tout cas le plan d'action mené, à mon avis, ça sent pas bon pour eux, quoi. C'est compliqué. Ouais, ils vont pas avoir le choix, quoi. 30 jours. Hein. Ils vont pas avoir le choix, à mon avis, ils vont probablement ils vont rester fermés pendant un moment. Hein. Oui, c'est ça, oui. C'est le risque, hein. Ah, c'est chaud. Enfin voilà, du coup, comme on dit, tu vois, on s'inquiète toujours quand on a des OOS et qu'on n'est pas sûr et tout. Au final, il faut quand même en faire un petit paquet. Il faut quand même en faire un petit paquet pour. Faut aller assez loin quand même pour se faire épingler à haut niveau, quoi. Ouais, bien sûr. Mais là, c'est niveau champion, là, quand même. C'est la première fois que j'entends ça. Je sais plus, il y a un autre épisode où c'est vraiment trop marrant de les lire. Enfin, si tu as l'occasion, c'est très facile, comme je le rappelle à chaque fois. Hein, mais en gros, ce qu'il faut faire pour pouvoir y accéder, tu mets juste tu mets FDA Warning Letter, premier site. Et là, du coup, tu tombes sur un petit moteur de recherche où tu peux faire une extraction Excel de toutes les warning letters. Et puis après, tu filtres sur ce qui t'intéresse. Alors, il faut savoir que franchement, 80% de la warning letter, ça vient ils les mettent sur les produits nicotiniques. Donc, c'est les vaporettes, là, les trucs où il y a du tabac. Ah ouais. Tiens, c'est marrant, ça. Ça, il y en a, mais une chier, quoi. D'accord. Et donc, faut filtrer, il faut regarder un truc du genre, faut regarder tout ce qui est en rapport avec la qualité. Donc là, moi, j'en avais pas beaucoup au final, hein, sur le début d'année. J'ai pris que celle de cette année. Il y en avait une petite dizaine. D'accord. Donc voilà, et c'est cette petite dizaine-là, c'est à peu près de ce niveau en général. Ah ouais, quand même. Intéressant. Tu te demandes ce qu'ils font les mecs de la qualité sur ce site. Il faut autre chose que de la validation nettoyage en tout cas. Ouais, oui. Ça, c'est clair. Après, il faut quand même des investigations, mais ils trouvent pas. Ouais. Bon. Enfin bon. Ok. Du coup, si vous êtes prêts, je vous propose de passer au plat de résistance de ce podcast, à savoir la formation. Allez. On y va. La formation, très souvent vue comme une contrainte plus qu'un outil au service de la productivité, de l'efficacité ou même du bien-être au travail, la formation est un peu comme l'enfant mal aimé du système qualité. Est-ce que c'est parce qu'on en fait trop, pas assez, trop et mal, pas assez et mal? Est-ce que c'est parce qu'on infantilise les personnes ou qu'on cherche à faire une formation générique alors qu'il en faudrait une spécifique, ou parce que justement on identifie mal les besoins? Beaucoup de questions et peu de réponses, mais on va essayer d'en dégager quelques-unes aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup d'idées sur la question, j'espère que vous aussi. Et oui. Tout ce que je sais, c'est que la formation n'a certainement pas assez de temps alloué et ou de budget pour être suffisamment efficace dans n'importe quel labo. Enfin, en tout cas, beaucoup de laboratoires. Donc j'ai fait rapidement une petite analyse réglementaire sur les BPF
c'est assez intéressant parce que pour une fois, la formation, ça apparaît 20 fois quand même sur les premières pages, les 56 pages de la partie 1. Et habilitation apparaît 0 fois. 0 fois habilitation, donc c'est peut-être pas le bon terme, hein, mais bon, en tout cas, 0 fois. Et sur les 404 pages, quand même, formation, ça apparaît 68 fois. Donc c'est quand même très présent très présent dans cette réglementation. Et même si au chapitre 1, on nous dit que le système qualité pharmaceutique doit être doté en personnel compétent de nombre suffisant, c'est au final à partir du chapitre 2, personnel, que formation apparaît pour la première fois, où ça dit que il convient d'assurer la formation initiale et continue. Donc au final, peut-être que habitation, même pas, non. Initiale et continue, notamment d'y inclure des instructions d'hygiène en rapport avec l'activité concernée. Voilà. Après, du coup, j'ai pas mal de références sur toutes les bonnes pratiques de fabrication. Je pense qu'on y reviendra au cours des 7 heures. Mais bon, du coup, déjà, voilà, j'aimerais avoir votre avis à vous sur l'état de formation des laboratoires. Enfin, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce que vous avez vu, de ce que vous connaissez sur la formation? Honneur à notre invité. Ah, merci. Alors, c'est en fonction des industries, enfin, de chaque labo, c'est un petit peu différent. Alors, c'est de plus en plus complexe et dans le sens où c'est général, pas général. Il faut que ça colle avec les personnes. On essaie de vulgariser. Ensuite, on essaie que ça soit un petit peu plus corsé. Enfin, c'est assez complexe et parfois aussi c'est assez mal pris parce que quand on parle, par exemple, on va faire un petit rappel, on va essayer de vous former sur des choses du quotidien. C'est pas toujours très accepté. Après, pour les DMP, il faut formation annuelle, il faut redoubler d'imagination parce que il faut capter l'attention des collaborateurs. Parce qu'au bout d'une heure et demie, ils sont là avec leurs stylos, surtout les stylos avec les clics, donc on entend clic, clic, clic pendant un certain temps. Et là, on se dit ah non, il faut pas qu'ils s'endorment. Allez, on va réanimer tout ça, etc., etc. Donc c'est assez complexe. Parce qu'en plus la réglementation elle commence à devenir, alors dans mon cas parce que je travaille dans série, compliqué. On nous impose des choses, il faut leur imposer et il faut essayer justement de parler un peu à tout le monde, mais pas toujours de parler à tout le monde. Donc c'est vraiment, tout est contradictoire dans cette histoire de formation. Et puis le temps aussi, c'est grand ennemi de la formation parce que faut trouver ce fameux temps entre les gens qui sont en prod, les gens qui sont pas en prod, etc. Donc c'est un peu complexe. Ceux qui sont en 2-8 et de nuit. Oui, en plus. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est peut-être le pire ennemi au final de la formation, c'est cette formation périodique BPF dont je pense que qui a forcément un fondement, mais ok, on doit former tous les ans aux bonnes pratiques de fabrication. Du coup, c'est interprété comme le cours rébarbatif sur les BPF que tout le monde a déjà eu une fois, et du coup, effectivement, c'est super pénible. Et après, dans l'esprit de tout le monde, dès qu'on va en formation, ça va être celle-là. Et en plus, si c'est par un consultant extérieur qui connaît pas grand-chose à la boîte, il va faire le truc générique qui fait à tout le monde, et c'est méga chiant. Exactement. Ou sinon, c'est est-ce qu'on peut pas juste faire le questionnaire et s'en aller? Non, il faut faire la formation d'abord et après le questionnaire. Pas le questionnaire avant, mais ça restera entre nous. Non. C'est vraiment la crainte des gens, c'est vraiment parce qu'ils savent que ça va toujours être les mêmes choses. Moi, j'essaie d'illustrer à chaque fois avec des exemples concrets du site. Mais après, les bases, ça reste les mêmes. Donc, à force, ou c'est aussi ce genre de questions, mais le questionnaire, c'est toujours le même. La question faite, elle a changé. Enfin, des trucs comme ça. Donc, en plus de ça, il faut aussi, au-delà de faire la formation chaque année, il y a aussi le support un petit peu à changer, le questionnaire à changer, parce que sinon, ça commence à être du par cœur. Et pour moi, ça n'a plus aucun intérêt de recracher le truc chaque année.
C'est ça, ils apprennent les réponses par cœur du Exactement. du QCM, là. Mais au-delà de ça, exactement, je pense que c'est un bon sujet, ça aussi, effectivement, c'est le temps que ça prend, parce que le temps que ça prend aux formateurs de faire ces formations, et d'ailleurs les formateurs qui sont souvent à QOP, qui ont pas que ça à faire en général. Il y a aussi les déviations à clôturer, les change control à faire avancer, les capas à faire, les lots à libérer. Et en plus de tout ça, il faut créer une formation spécifique, une formation générique sur les bonnes pratiques de fabrication. Résultat des courses, on prend celle de l'année d'avant et puis on envoie, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. C'est vrai que pour ma part, mon support il a légèrement changé en 4 années, mais parce que je voudrais vraiment mettre des choses en place. C'est pas les idées qui me manquent. Tout est bien imprégné dans ma tête. J'ai vraiment une idée de comment je voudrais faire avec des différents niveaux, etc. Mais le problème, il faut trouver le temps. On peut pas juste prendre le PowerPoint, écrire des trucs. Il faut vraiment l'animer, l'illustrer. Enfin, c'est énormément de recherche en fait finalement. Et ça nous prend un temps mais incroyable. Ouais, intéressant. Moi, j'ai un avis aussi sur. Alors, au-delà de la formation BPF, pour moi, l'ennemi numéro 1 de la formation, c'est l'optimisation de la MOD, la main-d'œuvre directe. Je sais pas si vous avez déjà vu, très souvent sur les sites, c'est un indicateur qui ressort, c'est il faut que la main-d'œuvre directe, elle soit occupée à 100%. Et il faut qu'elle ait toujours quelque chose à faire. En gros, les opérateurs, il faut qu'ils aient toujours quelque chose à faire. Exactement. Mais du coup, quand on part de ce principe-là, comment est-ce qu'on peut les former ? On peut pas. C'est pas possible. Ah oui, mais ils sont formés en produisant. Oui, mais ok, mais à un moment donné... Ils sont formés en produisant. C'est un casse-tête chinois de planifier des formations avec la prod. Moi, je me tire les cheveux. Voilà. Oui, mais non, mais il fait ça, et lui, il fait ça. Mais je fais comment ? Je me divise en 3 ou ça se passe comme oui, mais là il fait cette sope, là il est au nettoyage, là il est au-delà de. En fait, moi je regarde quand ils sont pas en activité. Mais le problème c'est que quand ils sont pas en activité en salle, il faut autre chose entre guillemets, justement parce qu'ils doivent être occupés. Ah ouais, non, c'est clair. Et puis quand ils ont un créneau de libre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont rattraper la lecture des SOP pour cocher la case j'ai lu et j'ai compris et ça c'est bon, ça fait ma formation, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Donc là on parle vraiment de la formation, donc la formation théorique, celle où au final on s'assoit sur un banc et puis on écoute un professeur qui parle, parce que il n'y a pas que la formation théorique. Après on parlera d'habilitation. Et d'ailleurs, la formation théorique, il y en a normalement plusieurs. Il y a plusieurs séries. Donc, on va voir celle où, on connaît pas l'entreprise, on arrive dans la boîte et puis on se fait former sur les processus généraux, un peu comment rentrer en zone, etc. Donc, celle-là, on l'assigne, c'est la formation d'entrée, celle qui est d'ailleurs notée dans les BPF. Attendez une seconde. Celle qui est notée qui est obligatoire dans les BPF pour les consultants, pour voilà, c'est dans les paragraphes 2.10 à 2.14. Ça doit être le point 2.10, formé pour rentrer en zone si les actions peuvent avoir une influence sur la qualité du produit. Donc, celle, on est obligé de la faire. Et après, normalement, on devrait avoir des formations périodiques. Donc, c'est ce qu'on disait avant sur, par exemple, la formation périodique BPF. Mais du coup, dans ton cas, Aya, toi, tu as des formations périodiques autres que BPF, normalement, c'est ça ? Alors, dans mon cas, déjà, c'est un petit peu différent. On a l'accueil BPF, où on va faire une espèce de présentation de l'entreprise déjà pour commencer, et puis on fait un lien entre les BPF et l'entreprise. Donc, en fait, on vulgarise complètement tout ce qui est accueil BPF. On essaie de vulgariser et pour que tout le monde puisse comprendre, parce que quand on est en accueil BPF, on n'a pas que des personnes de production, on a vraiment on a tout public. Donc, il faut vraiment essayer de capter et que ça soit compréhensible pour le plus grand nombre. Ensuite, dans mon cas, sur mon site, on refait une formation au bout de 6 mois, des nouveaux. D'accord. Au BPF ou BPF. C'est histoire de voir un petit peu s'ils se sont bien imprégnés, s'il y a encore des questions, s'il y a des choses qui sont pas très claires. Et si au bout de 6 mois... Si au bout de 6 mois, ils ratent l'évaluation, est-ce qu'on va regarder tout ce qu'ils ont fait ?
Alors, je n'ai pas de bois à toucher en face de moi. Mais je touche du bois, ce n'est jamais arrivé. Mais je pense que si ça arrive, je vais un petit peu plus contrôler. Après, comme je m'occupe vraiment de tout le processus de formation, hein, toutes les formations diverses de l'entreprise passent par moi, donc je vais tout de suite le remarquer avant même qu'ils aillent au 6 mois. Je vais tout de suite remarquer. Et en général, on détecte un petit peu certaines défaillances à l'accueil BPF tout de suite. Donc des problèmes de compréhension, etc. Donc après, on essaye de réexpliquer les choses, etc. Donc l'accueil BPF permet aussi de détecter certaines choses dès le départ. Donc pour toi, l'accueil BPF a une vraie utilité quand même? Ah oui, une vraie utilité parce que ça va vraiment présenter le site parce que donc on a des gens qui vont être recrutés. Hein. Après, je sais pas trop comment ça se passe ailleurs, hein, mais on va leur expliquer ce qu'ils vont faire, il n'y a aucun problème, leur boulot, leurs tâches quotidiennes, pas de souci à ce niveau-là. Cependant, on va pas trop leur expliquer comment marche l'entreprise dans sa globalité, comment fonctionne le site, etc. Et chez nous, c'est un petit peu les BPF qui vont expliquer tout ça, expliquer le rôle de chaque service, de chacun, etc. Donc c'est vraiment une mise en lien de toutes ces choses avec les BPF. D'accord. C'est intéressant du coup que ça soit, oui effectivement, après j'ai pas plus d'expérience que ça, mais quand on va dans une autre entreprise, on est quand même formé au final, on a une présentation de l'entreprise quand même sur tout un tas de trucs. Du coup, ça à mon avis... En général, oui, on a une courte présentation, mais ça, en général, c'est dans les très grands groupes. Mais après, quand on a une petite structure, ça ne se passe pas... Alors, on oublie souvent que les toutes petites structures existent. Moi, par exemple, je suis dans une petite entreprise où on est à peu près 100 personnes. Et on n'a pas tout le process d'une grande entreprise parce que dans les grandes entreprises, pour avoir travaillé dedans, on a un formateur dédié, on a plein de supports, un livret d'accueil, etc. Mais dans les petites entreprises, ça se passe pas forcément comme ça et on va prendre un peu plus de temps et expliquer un petit peu les choses, etc. D'accord. Surtout que par exemple, en assurance qualité, on fait un petit peu de tout. On est des pôles dédiés, mais on va pas être séparés comme dans une grande entreprise en divers services bien séparés. L'assurance qualité est regroupée dans un grand service, dans un grand open space chez nous, par exemple. Ouais. D'accord. Ce qui est très bien aussi parce que du coup, ça communique beaucoup, on apprend énormément de choses et on sait tout ce qui se passe sur le site, ça va très vite. Ouais, ça c'est les petits sites. C'est intéressant cette différence entre grands groupes et petits sites, effectivement, parce que t'as pas les mêmes moyens sur un petit site. Et pourtant, j'ai envie de dire, ce qui est fait dans les grands groupes, pour moi, c'est pas efficace non plus. Hein. Je suis désolé, hein, mais non, les formations d'accueil. Pour ma part, je pense pareil. Hein. J'ai eu ma formation BPF dans un grand groupe. C'était un peu à la chaîne, hein, pour être très honnête. C'était on débite. Et puis on y va. Moi, je l'ai ressenti un peu comme ça. Alors que pour moi, on va prendre vraiment le temps, en fait. C'est le temps, on prend le temps, on pose des questions, on développe, on voit plein d'aspects. Enfin, c'est long. C'est vrai que c'est long, mais du coup, les personnes, elles ressortent un peu rassurées parce que quand on arrive, c'est très stressant, on est nouveau, etc. Et elles ressortent un peu plus rassurées et je peux pas dire aptes, mais un peu plus en confiance dans ce qu'elles vont faire. Je sais pas, je ressens ça en fait. Mais en fait, quelque part, aujourd'hui, il existe plein de modalités nouvelles ou pas nouvelles, enfin bref, pour former au BPF en dehors de ce qu'on peut appeler, oui, la formation présentielle, la grand-messe BPF annuelle ou quoi. Moi, ce qu'on voit hein, sur certains grands groupes, t'as une vidéo ou t'as un truc un peu impersonnel, sans forcément avoir quelqu'un. Et si ça, c'est pas suivi derrière d'un échange avec une personne, pour moi, ça pose une question parce que finalement, que tu sois pharmacien qui a déjà travaillé dans l'industrie pharmaceutique ou jardinier qui devient opérateur pour la première fois dans ta vie sur un site pharmaceutique, tu reçois le même contenu. Ça n'a pas de sens. C'est exactement ça. C'est exactement ça le problème. Alors, nous, on a aussi le même contenu. Par contre, on l'illustre. Enfin, moi, personnellement, je vais vraiment
un peu plus en détail sur certaines parties de mon support. Par exemple, s'il y a des gens qui vont être amenés à travailler en prod, je vais un petit peu aller dans des précisions de la production. Enfin, pareil, s'il y a des personnes qui sont au labo, etc. Donc, ça permet un peu de personnaliser la formation. Parce que j'implique directement les gens en les projetant dans ce qu'ils peuvent rencontrer. Du coup, c'est quoi la fréquence des formations BPF chez toi? Alors, donc, à l'arrivée, 6 mois après. Et ensuite, c'est chaque année. Ah, chaque année. Du coup, vous faites une formation toutes les semaines ou quand tu as des nouveaux... Enfin, je sais pas, il n'y a pas des nouveaux toutes les semaines, j'imagine? En général, là, depuis un moment, vu qu'on est en train de bien s'étendre, c'est chaque mois. D'accord. Et donc vous faites en sorte que tous les nouveaux arrivent le même jour pour pouvoir avoir la formation? Ouais, d'accord. Oui, c'est une demande de ma part où je demande vraiment de bien regrouper les gens. Et si vraiment ils n'arrivent pas à les mettre le même jour, mais pas trop espacés, pour pas laisser trop de laps de temps entre... En général, quand ils arrivent, j'essaye de quand même leur donner des bases. S'il y a quelqu'un qui arrive quelques jours après, de tout regrouper. Ouais, c'est clair, ça c'est l'enfer, ça. Ah oui, c'est l'enfer. Il faut vraiment avoir un don pour l'organisation, trouver une salle d'être disponible, les gens doivent être disponibles, tout ça. Non, en vrai, est-ce que doit fonctionner. Est-ce que c'est vraiment un don pour l'organisation ou ça, plutôt si la formation était une priorité pour l'entreprise, est-ce que du coup ça serait pas de facto fait et ça serait, enfin, toi en tant que formatrice, t'aurais juste à te pointer, les gens seraient là, quoi. Je pense aussi. Je pense que si la formation était considérée comme un des piliers, ça serait même pas négociable. Si on vient, on négocie pas, on vient, on fait, on part, quoi. Et ça, moi, je comprends pas pourquoi c'est pas un pilier dans le sens où si on dit la documentation sur tous les sites, c'est un pilier, tout le monde en a. Alors qu'en fait, la documentation et la formation n'ont qu'un seul but commun, c'est permettre aux personnes de faire les gestes dont ils ont besoin de faire, de comprendre ce qu'ils font, etc. Que ça soit via de la documentation ou de la formation. Et finalement, c'est un peu ce découpage-là. À un moment donné, c'est intimement lié, quoi. C'est pas l'un et l'autre, c'est l'un et l'autre, quoi. Alors, parce que pour mon cas, moi, pour la simple et bonne raison qu'on a un système de formation qui est, je peux me vanter, qui est très bien fait, hein. J'ai vraiment bossé dessus. Ouais, il faut un petit peu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes des différents services, ils vont beaucoup plus privilégier la formation interne dédiée au métier, quoi. Formation d'un opérateur au remplissage, etc. Pour eux, les BPF, c'est bien, mais c'est pas ce qui va faire que la personne va être opérationnelle tout de suite. Donc c'est un peu... c'est plutôt, on pense plutôt de manière opérationnelle. On a besoin de la personne, il faut qu'elle soit prête pour aller faire du remplissage. Après, c'est compréhensible d'un point de vue production, par exemple. Mais c'est bien aussi d'avoir les BPF parce que ça permet aussi de comprendre qu'en fait, c'est ce que j'explique toujours, qu'on est tous, on fait tous partie de la même chaîne. S'il y a un maillon qui est défaillant, ça marche plus. Donc, cette formation, elle va aussi permettre de découvrir comment ça se passe au labo, comment ça se passe même au projet. On parle, pour notre cas, puisqu'on est des sous-traitants, on parle comment on va gérer un projet en sous-traitance, etc. Donc forcément, si la personne, elle comprend pas trop et qu'elle va juste faire du remplissage, je trouve ça un petit peu dommage aussi. Ce que tu dis est très juste et Arnaud aussi, et ça se complète au final, et c'est à cause de la réglementation. C'est vrai, à cause de la réglementation très dure qui impose une formation et qui impose de la documentation, on se retrouve à en faire sans en comprendre l'utilité vraie. Et c'est là où c'est dévoyé vraiment, parce que du coup, on va faire une formation de BPF parce que c'est obligé de le faire. On va écrire une SOP de la formation parce que c'est obligé d'en avoir une. Oui, exactement ça. Et au final, former pour former. Voilà, et plus rien ne sert à rien. On a perdu complètement l'objectif principal de la formation, qui est, comme tu le disais, faire que les personnes comprennent leur environnement et soient meilleures dans leur travail et du coup travaillent mieux, quoi. Et maintiennent une certaine qualité sur le site, surtout. Je vais aller un peu plus loin que ce que tu as dit, Ayat. C'est même pas former pour former, c'est former pour prouver qu'on a formé. Oui, c'est ça. Quand je dis former pour former, alors,
C'est ce que je veux dire. Hein. Quand je dis former pour former, ça signifie j'ai formé, demain il y a un inspecteur, je lui montre, il est formé. C'est un peu ça l'idée. C'est ce que tu disais au tout début, hein, signer le questionnaire. Ouais. Alors que derrière, il y a de la ressentie et certaines bretelles qu'on tire. Ouais, c'est ça. mais du coup, tu vois, finalement, quand je disais la doc et la formation, c'est intimement lié. Il y a un sujet qui est passionnant derrière la gestion de la formation, c'est comment fonctionne la mémoire finalement des uns et des autres. Et typiquement, la formation à un savoir-faire, donc à des gestes opérationnels ou, je sais pas moi, comment savoir clôturer une déviation dans TrackWise par exemple. Enfin, ça c'est de la mémoire procédurale quoi. Et à côté de ça, t'as des connaissances comme les BPF, comme le produit, comme ça c'est une autre mémoire, c'est pas du tout le même fonctionnement. Et typiquement, si je reprends la mémoire procédurale, le savoir-faire, tu formes des gens à des activités, des fois, sur des sites, on voit souvent ça, on les forme à un instant T sur un truc qu'ils vont faire une fois tous les 6 mois, mais zéro utilité. Il vaut mieux même pas avoir de formation là-dessus et d'avoir une bonne documentation et d'avoir bien formé les gens à trouver bien l'information parce que l'information elle est facilement accessible et une fois tous les 6 mois, hop, ils ont le réflexe, je sais pas, je m'en rappelle plus, j'ai la doc. Point. Ouais, une documentation claire et accessible. Ouais. Oui, c'est ça. Le cas concret, c'est on a un équipement qui est utilisé. On a une manipulation sur un équipement qui est faite une fois par an, voire je sais même pas si on la fait vraiment une fois par an. Et quand il faut la faire, c'est la panique à bord. Pourtant, les gens, ils ont été formés il y a 6 mois. Ouais, mais c'est ça, mais ils s'en rappellent pas. Ouais, mais c'est qui s'en rappelle lui, je pense qu'il l'a fait plus de fois que moi. Il faut l'appeler pour nous remonter. Et si c'est Gérard qui a créé le labo. Et du coup, on a justement mis en place certaines documentations qui s'apparentent un peu à un mode d'emploi en fait. Oui. Et après, ils me font des trucs super. Alors que si on leur dit, tu vas me rédiger ce truc-là pour la machine. Mais ils vont appeler tous les 5 minutes. Mais je dois mettre quel titre? Mais il faut combien de sous-titres? Combien de paragraphes? Alors que quand on leur dit, il faut que ça soit comme ça, ils ont l'idée. Donc, ils vont imager le truc et après, mais ils y vont, franchement. Et pourtant, c'est pas des spécialistes de la doc, par exemple, les gens de la prod. Mais ils y vont, ils sont volontaires et ils me font des trucs quand même assez bien, quoi. Et je suis là, voilà. Là, c'est bien. Tu comprends. On fait un crash test, t'as compris oui, c'est parfait, on le sort comme ça. Mais vraiment, il faut toujours s'adapter et expliquer des fois les choses d'une manière où ça va un peu plus percuter parce que des fois on est trop procédurier parce qu'après quand on est en qualité, nous on a l'habitude de ces choses-là, des docs, on va parler, ça va. Voilà, Moi, j'aime pas. Un peu. Mais c'est vrai que nous, on a tendance à être des littéraires. Et du coup, pour nous, c'est un peu plus facile. On sait ce qu'on veut écrire et on écrit, etc. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écrire, on va lui demander d'écrire. Moi, je sais que j'ai déjà demandé à un opérateur un jeune, et c'était la fin du monde, Il s'est décomposé, Je lui ai dit, tu dois écrire une SOP. C'était vraiment la fin du monde. Je lui ai dit, mais t'inquiète pas, on va le faire ensemble. Et il commençait à paniquer, Pendant une semaine, il n'a pas arrêté de m'appeler. Donc, c'est vraiment, il faut toujours penser que tout le monde n'est pas apte à faire tous les documents que nous on fait en qualité ou que des personnes qui sont formées et qui ont l'habitude de faire des documents. Pour nous, on a une certaine facilité, mais pas pour d'autres. Et du coup, c'est là qu'on va essayer de vulgariser le truc et de leur expliquer les choses simplement. Et dans tous les cas, vraiment, la documentation, il faut qu'elle soit très, très simple. Parce que des fois, on lit des choses, on se dit, mais pourquoi on a écrit ça? Pourquoi? Quel est le but? On comprend rien. Mais donc voilà, c'est vraiment aller au plus simple. Franchement, il y a pas mieux que aller au plus simple. Et les photos, c'est ce qu'il y a de mieux. Honnêtement, c'est le truc qu'on comprend le plus rapidement. Photos, on met des ronds, on encercle les trucs où on doit appuyer, les manips qu'on doit faire. Et franchement, ça va très bien comme ça. Ça, c'est super. C'est le même petit record personnel, c'est la procédure des procédures. 157 pages. Oh mon Dieu. Des fois, on lit, mais on lit pas. Je sais pas comment expliquer. On est là en disant, voit, il y a 40 pages, on est là. Ok, je lis, mais il y a un moment où je me perds dans le truc. Après, je reviens. Mais c'est horrible quand c'est comme ça. Mais c'est ça. Et donc c'est là, la tradition. Pour refaire le lien avec la formation,
ce que tu viens de dire, des fois on lit mais on lit pas. Moi, ça me ramène à mon premier job en tant qu'agent de maîtrise sur un site et mon parcours d'intégration, quoi. On m'a sorti une liste de 50 procédures à lire. Franchement, je m'endormais en lisant, quoi. C'était l'enfer. Et j'ai rien retenu de ce truc. Mais j'ai coché la case à la fin, c'est bon, il était formé parce qu'il a lu ses 50 procédures. C'est ça, en fait, au secours, quoi. on lit vite et au final, j'en suis sûre que si je repose une question à une personne qui fait ça, elle est incapable de me répondre sur trois SOP qu'elle aura lu parce que c'est de la lecture comme une machine, quoi. Je lis en diagonale, c'est juste pour dire j'ai lu et puis c'est bouclé, quoi. Et ça, c'est dommage. En fait, le fameux lecture et compréhension, ou enfin, je sais pas, ça dépend des sites. Pour moi, c'est un truc ça devrait même pas exister parce que un document à lire n'est pas un bon moyen de formation. Donc, donner des documents à des gens à lire pour qu'ils aillent cocher j'ai lu et j'ai pris connaissance, ça n'apporte aucune garantie que les gens, ils ont ni compris, ni retenu le contenu. Au contraire. C'est une ineptie, quoi. Je suis totalement d'accord. Alors, je pense que ça, c'est plutôt dans les grandes structures parce que nous, on travaille un petit peu à l'ancienne actuellement. On n'a pas ce genre de choses. C'est bien. Alors, ce qu'on a en place, alors, ça embête plein de monde, mais je trouve que c'est quand même assez efficace. Alors, chez nous, enfin, je sais pas comment ça se passe ailleurs. Chez nous, quand on a déjà lu la procédure et qu'il y a des modifs, on va juste se concentrer sur les modifs. Du coup, il y a une personne de la qualité qui va aller expliquer, en fait, les modifications aux personnes concernées, hein. Donc après, si c'est tout ce qui est production, donc une personne de la qualité qui va en production, qui va regrouper les personnes et qui va expliquer en fait les modifications, les impacts, etc. Et ensuite, elle va demander est-ce que vous avez compris, etc. Il y a des questions et en fait, les gens, tant qu'ils n'ont pas compris, personne ne signe. Et quand tout le monde a compris et tout le monde est OK d'avoir compris, on signe. Comme quoi, on a bien compris ce qui est requis et les changements qui vont avoir lieu quand la procédure entrera en vigueur. Mais après, ça, c'est parce qu'on est un petit site. Donc après, dans des plus gros sites, c'est très compliqué à mettre en place. C'est même impossible. Là, c'est tellement impersonnel. Il y a un QMS où du coup, tu reçois modification. Est-ce que vous avez lu? Oui. Et on casse et puis on se rigoler si on respecte pas, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et tu sais, tu fais dérouler le document là jusqu'à la fin sans le lire. Oui, c'est bon, c'est lu. C'est comme les conditions générales quand on est sur un truc et qu'on veut juste pas le lire et qu'on descend et qu'on clique, ou même si on l'a pas lu, on clique et puis on envoie. C'est un peu ça l'idée. Le pire, c'est que les gens vont du coup, quand ils auront vraiment le problème, ils vont sortir le document en question, ils vont commencer à lire et faire « Bordel, c'est quoi cette merde ?» Je comprends rien. Tu l'avais signé pourtant, mon vieux. Ouais, pas mal. Mais alors du coup, là on a un peu passé la formation du coup théorique et on a un peu glissé sur ce qu'on appelle l'habilitation. Donc l'habilitation c'est un type de formation où là ça se fait en général, c'est ce que tu disais, pour rendre les opérateurs productifs. Et bien du coup, ça va se passer en général en 3 phases où il va y avoir une phase d'observation, une phase où les opérateurs vont faire en supervision. Donc un opérateur habilité va regarder ce qu'ils font et va regarder ce qu'il fait et du coup l'aider dans ses différentes tâches. Et ensuite, à la fin de cette phase, il va y avoir un examen pour voir si il a bien du coup vu tous les aspects qu'il était censé avoir vu pour être habilité. Une fois cette évaluation passée, il est donc habilité. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est pas très bien décrit dans les bonnes pratiques de fabrication, ça. Après, les BPF sont toujours soumis à l'interprétation et c'est toujours assez vague. Après, c'est vraiment aux industriels de proposer quelque chose qui va être performant et qui va faire que la personne, une fois qu'elle finit en fait sa formation, elle est autonome à l'activité en question. Et c'est là où il faut vraiment bien faire parce que si on n'a pas la formation adaptée, on va pas détecter certaines lacunes, par exemple. Et moi, j'aime bien, en fait, même pour des formations à certaines activités ou autres, moi, je souhaite toujours qu'il y ait une partie théorique et une partie pratique dans la formation, même si c'est sur une activité. La théorie, c'est
plus pour vérifier si la personne elle a compris ce qu'elle a lu dans les SOP, parce qu'avant d'entamer une activité, la personne va prendre connaissance. Alors, c'est pas que les procédures, on a les procédures, on a ces espèces de documents dont je vous ai parlé, espèces de mode d'emploi, et parfois des formulaires aussi qui peuvent exister, donc il faut que les personnes sachent que ça existe. Donc ils vont prendre connaissance des documents qui sont liés à l'activité en question. Ensuite, ils vont faire leur partie théorique, donc ça veut dire on va un petit peu vérifier s'ils ont vraiment compris ce qu'ils ont lu. Et déjà, s'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont lu, ben là on va se dire bon, il y a un problème, ils n'ont pas compris la doc, on va voir ce qui se passe. Donc là, on peut déjà encore intervenir. Ensuite, il va y avoir vraiment la partie où le formateur, il va vraiment tout expliquer de l'activité, une partie un petit peu, vraiment explication. Il va parler un petit peu de l'activité en général. Il va faire une démonstration. Selon la complexité, ça va être une démonstration ou plusieurs. Tout dépend en fait de l'activité en question. Et ensuite, il va y avoir justement cette partie qu'on appelle pratique, où la personne, elle va faire. Donc, elle va faire une espèce d'entraînement. Et ensuite, quand la personne, elle dit, alors, on a un minimum en général, mais cependant, on ne dit pas aux gens, au bout de 2 fois, c'est bon, tu vas faire ton évaluation. Ça va vraiment être, est-ce que c'est bon, tu te sens de faire l'évaluation? Si elle nous dit oui, on passe à l'évaluation pratique. Donc, on va vraiment faire en sorte de voir si la personne est à l'aise, une fois que c'est OK. Là, on va faire l'évaluation pratique. La personne, elle va faire l'activité seule, mais en présence du formateur, de manière autonome. Et puis, le formateur, en fait, il a une espèce de checklist, en fait, où il va juger la personne, si c'est OK ou pas, s'il y a des choses à revoir encore au niveau des manips, etc. Et là, derrière, il va revoir. Et si c'est OK, ça passe. Et du coup, vous avez une checklist pour chaque activité? Enfin, comment ça se passe? Parce que du coup, moi, je prends un opérateur qui, je sais pas, soit qui fait du conditionnement ou de la fabrication. Enfin, ça peut être, il y a tellement d'activités que déjà, ça se fera pas sur une heure qu'on peut vérifier qu'il est apte. En fait, ça peut se faire sur plusieurs jours. Ah oui, c'est sur plusieurs jours. Ah oui, alors là, de tête, je crois même pas qu'il y ait une même pas qu'il y ait une formation en une journée. Hein. J'en ai jamais vu. Hein. C'est sur plusieurs jours en général. De toute façon, ne serait-ce que lire, etc. La documentation en général. Ils font ça bien avant de faire les explications. Donc déjà, on va dire que c'est la veille. Ensuite, le lendemain, on a les explications, la démonstration, etc. Et après, vraiment, l'évaluation, elle peut être faite un peu plus tard parce que la personne a besoin de s'entraîner encore et encore jusqu'à ce qu'elle se sente prête justement à être évaluée. Donc, c'est en fait... Ouais. Non, vas-y. Je disais, en fait, ça dépend de la personne. Donc, ça peut aller vite comme ça peut aller un peu plus lentement. Donc, c'est un peu le collaborateur en formation qui va décider quand est-ce qu'il veut faire son évaluation, en fait. Ouais, c'est intéressant. Voilà, est-ce que Pardon. J'ai un petit peu un point d'honneur sur ça, hein, par contre, parce que c'est très, très, très important. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand on imposait justement un rythme, on avait énormément d'échecs. Ah, c'est intéressant. Voilà. Et le fait de ne pas imposer un rythme, de dire aux collaborateurs, et ça, je leur dis, hein, dès qu'on est en BPF, vous allez être formés, vous allez avoir plusieurs formations. Il ne faut pas hésiter à dire « je ne suis pas prêt, j'ai besoin d'avoir plus d'explications ». Parce qu'après, quand la personne elle est en échec, au niveau du moral, c'est quand même assez difficile. On est encore nouveau, on rate la formation, c'est pas évident en fait. Hein. Et du coup, au niveau du moral, c'est quand même assez impactant et la personne elle stresse un peu plus, etc. Et ça, il faut quand même aussi le prendre en compte. Du coup, c'est vraiment... Chez nous, on a plus tendance à se dire, si t'es prêt, on y va. Si t'es pas prêt, on va continuer à faire des pratiques jusqu'à ce que tu sois prêt. Et donc, il y a des gens où c'est un peu plus rapide parce que ils ont peut-être 20 ans d'expérience, donc ils l'ont déjà fait. Et il y a des gens, qui n'ont jamais fait cette activité, donc ça va être un peu plus long, mais au final, il est vraiment apte, il est autonome, il va être autonome, il va avoir confiance en ce qu'il fait et il est apte à faire l'activité en question. Et ça, par contre, voilà, c'est quelque chose qui est quand même positif. Et tout le temps qu'il est pas évalué, il est toujours en binôme. Oui, toujours. Il est toujours avec quelqu'un qui... il n'est pas toujours avec son formateur quand il fait les pratiques. Le formateur va l'évaluer, va lui faire les explications, etc. Mais quand il va faire ses entraînements, entre guillemets, il est toujours avec une personne qui est habilitée, qui est déjà formée, qui a une certaine expérience. Mais c'est pas forcément le formateur qui va lui faire toutes ces pratiques. Non, ouais.
Et j'ai une question aussi. Est-ce que ils ont accès à cette fameuse checklist avant la checklist d'évaluation avant pour savoir en gros sur quoi ils vont être évalués ou elle est surprise? Non, ils y ont accès, mais Ah, c'est bien ça. ils y ont accès. Ils ont accès à. En fait, c'est moi qui je leur donne en général une espèce de pack quand ils arrivent. Je préfère un pack en fonction des postes avec des formations de base dont je sais qu'ils vont commencer rapidement, donc je leur prépare un espèce de pack et du coup ils savent déjà un peu ce qu'ils vont faire, donc ils sont pas très stressés parce qu'ils savent un peu ce qui les attend. Donc oui, ils ont connaissance de la checklist, etc. Après, la checklist, c'est jamais rien d'exceptionnel, c'est ce que le formateur va lui expliquer. Par exemple, si c'est un équipement, c'est un peu de savoir si c'est démarrer l'équipement, si c'est l'entretenir, s'il y a un problème sur l'équipement. C'est un peu ça, en fait. Donc, au final, c'est pas une surprise parce que s'il a bien suivi les explications et il a bien lu la doc, la checklist, en fait, elle suit ce qui est dans la doc et ce que le formateur va dire. C'est pas un truc où on va piéger la personne, tout simplement. Ouais, non, mais du coup, c'est ça, ça rassure ça rassure de voir justement, s'il rebalaye sa checklist avant l'évaluation, il regarde tous les points, il sait, ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire. Du coup, il aborde déjà. Ça. Et en plus, du coup, il sera peut-être même demandeur de, du coup, je suis pas sûr. Et du coup, hop, il peut travailler un peu plus pour arriver à son évaluation ultra sereinement, quoi. C'est exactement ça, tout à fait. En fait, quand il y a un point qui est pas très maîtrisé, il va dire j'ai envie qu'on voit ça et puis on voit en fait. C'est tout à fait ça. Mais moi je trouve ça beaucoup plus. Alors à mettre en place, c'est complexe. Ouais. Alors moi j'ai de la chance parce qu'on n'est pas un grand site et déjà on a commencé à grandir et ça devient de plus en plus dur. Mais c'est efficace. Donc au moins je sais que en faisant comme ça demande du boulot, mais c'est efficace et on a très 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 peu d'échecs au niveau des formations. Et c'est intéressant parce que du coup, justement, comme tu disais, Paul-Adrien, le fait d'avoir connaissance de la checklist, de se dire ah oui tiens ce point-là je le maîtrise pas trop, etc. On rentre un peu dans l'approche pratique délibérée qui consiste à répéter, mais derrière. Donc la pratique délibérée, c'est un peu l'approche formation des meilleurs ouvriers de France ou des trucs comme ça, bref. Mais derrière, il y a un élément numéro 1, c'est la motivation. Alors, la motivation pour des opérateurs ou des choses comme ça, c'est plus compliqué. Mais du coup, d'avoir la main sur savoir sur quoi on va être évalué et d'être capable de prendre la décision en autonomie de ah non mais là j'ai encore besoin de le travailler, je trouve que ça donne quand même une certaine j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas l'autonomie, mais une certaine tu te responsabilises en fait. Voilà, une certaine responsabilité et en même temps c'est une responsabilité qui prend lui et donc ça lui donne la main en fait sur sa formation et je trouve ça vachement intéressant quoi. En faisant comme ça en fait vraiment on a remarqué que c'était beaucoup plus efficace et ils se sentent vraiment impliqués en fait. Le fait de faire comme ça les implique et du coup ils se sentent pas obligés en fait. Ça devient moins une contrainte que si on leur dit demain tu vas aller en évaluation, t'as rien à dire et puis que tu sois prêt ou pas, on s'en fout, ça fait 10 jours que t'es dedans, c'est bon, on va y aller quoi. Alors que là on prend le temps et puis en plus de ça, au-delà de ça, moi je sais que quand je vois que quand je dis que ça traîne, c'est pas que ça traîne, mais quand je vois que la personne elle n'arrive pas trop à avancer ou que il y a un certain temps qui se passe et qu'il y a des formations qui ne sont pas faites, je vais faire un point et je vais voir aussi les difficultés qu'elle a, la personne, donc pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis comme ça, on peut aussi relancer la machine. S'il y a des doutes, on y répond, etc. Enfin, vraiment, on fait en sorte d'avoir un très bon suivi. Oui, c'est un accompagnement, c'est un peu comme du tutorat, mais pas trop tutorat, je sais pas comment l'expliquer, c'est pas non plus très encadré parce que je veux pas les étouffer entre guillemets, mais moi aussi j'ai besoin de faire ce suivi parce que ce suivi il est très important. Pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué, les formations elles sont pas faites en une journée, en 2 jours, etc. On est aussi challengé, on a beaucoup d'audits, on a des inspections et ça permet aussi à la qualité de savoir où ça en est. Donc si demain on nous pose des questions, on sait aussi ce qui se passe. Donc on est au courant. Donc ça c'est aussi très important. On est capable de répondre. Oui, la personne est en train de faire ça, elle fait ça, etc. Donc ça aussi c'est très important. Et puis
Et puis, ça permet de rassurer la personne. Et en général, c'est jamais bloquant. Ils sont super motivés. Et franchement, ça y va tout seul. C'est génial. Ouais. Même. Ça change ça. Ah, c'est super ça. Et du coup, comment tu pilotes ton activité? Avec des fichiers Excel? Oui, avec des fichiers Excel. D'accord. Je travaille à l'ancienne. Oh, mais c'est bien, c'est bien. Moi, non, mais je note la date à laquelle je leur donne par la formation en question. Hein. Donc, on a une espèce de pack qu'on donne avec un support. Des fois, il y a des supports, des fois, il n'y en a pas. Enfin, tout dépend de l'activité, parce que des fois, c'est des activités où il n'y a pas grand-chose à développer. C'est vraiment, quand c'est un équipement, ça va être vraiment de la pratique, hein, plus qu'autre chose. Et donc, je note la date. Et puis, comme c'est aussi, ça revient vers moi, parce que je vais faire la correction aussi. Par exemple, toute leur partie théorique, c'est moi qui corrige. Leur partie pratique, ça reste à la charge du formateur. Du coup, je sais à peu près quand ça revient, etc. Et puis, si je vois qu'il y a, pendant un laps de temps, il n'y a rien qui m'est remonté, je vais aller checker ce tableau Excel. Et je dis, ah oui, donc là, on va peut-être voir ce qui se passe. Ou, au bout de 3-4 mois, je fais un petit check, en fait, de ce qui est encore en statut distribué, en fait. Et je vois, en fait, ce qui se passe. Et puis, je vais voir les gens, je descends en prod et je vois avec eux, en fait. Je discute. Et puis, après, on arrive à voir un peu ce qui se passe. Okay. Et après, la qualité est très, très impliquée dans le système de formation. Donc, là, je donne l'exemple de la production. C'est pareil au labo, hein, par exemple. Hein, ils sont dans le même cas, en fait. Hein. On est très, très impliqués dedans. On a un très, très bon suivi. Mais après, nous, au moins, on sait ce qui se passe. Et puis, comme dit, on maîtrise un petit peu toute cette partie-là. Tu voulais dire quelque chose, Arnaud? Non, c'est bon, c'est pas grave. Non, je trouve ça intéressant et moi, ça me... Ah oui, mais ça date un peu maintenant, ce que je vais dire, par rapport à ce qu'on discutait tout à l'heure. Et justement, le côté les gens sont rassurés, etc. En fait, finalement, faut pas oublier non plus que la formation, on parle à des individus. Et que oui, quelque part, on a besoin de standardiser un peu des savoir-faire, mais l'approche de formation, alors c'est facile à dire, c'est sûrement très difficile à faire, surtout quand on est sur des sites de 5, 6, 700 personnes, mais le parcours de formation, il doit être un petit peu individualisé. Chaque personne est différente, que ce soit dans l'approche, dans la façon d'apprendre, dans la façon d'appréhender. Et finalement, s'il y a bien un process, une activité sur laquelle on devrait beaucoup plus se poser la question des individus, c'est la formation, quoi. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et ça enlève une crainte, le stress, c'est un gros facteur, en fait. Hein. Bah oui, c'est ça. Là, avec ça, t'as moins de stress, quoi. C'est un très... Alors, je sais, dans d'autres industries, peut-être que c'est moins visible. Bon, moi, je suis dans le stérile, donc du coup, on le voit tout de suite, le facteur stress, quand les gens vont en salle blanche. Quand ils vont en salle blanche, en général, s'ils ont vraiment été très, très bien formés, qu'ils ont fait toutes les étapes et ils ont vu tout ce qu'il y avait à voir, ils vont rentrer en salle blanche. Mais c'est visible, hein, c'est direct. Hein. Ils vont être hyper sereins. Quand il y a une personne qui n'est pas très sereine, le comportement en salle blanche change tout de suite. Ouais. Et puis finalement, tu prends des risques sur ton activité, quoi. Exactement. Et du coup, au-delà de la formation, parce qu'il y a la formation, mais après, il faut une espèce de contrôle aussi. Parce que, ok, on forme les gens. Moi, je sais que j'ai un point d'honneur une fois qu'ils ont fait tout leur processus et qu'ils arrivent en salle blanche. Donc, en général, la première fois où ils ont vraiment fait une activité, parce qu'en général, ils commencent par, quand ils rentrent la première fois en salle blanche, c'est pour la côtoyer. Donc, c'est des activités de nettoyage ou de sertissage qui sont pas contaminantes, entre guillemets. Donc, en général, ils se familiarisent avec la salle blanche d'abord, dans un premier temps, et ensuite, ils vont vraiment faire des activités. Donc, des activités de remplissage, etc. Et quand ils vont entrer la première fois en salle blanche, moi, je reste tout le long du médiafield et je les observe. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir s'il y a besoin ou pas de revoir des choses. Ne serait-ce que pour la gestuelle, le comportement, etc. Le stress. Et si on voit que la personne elle perd ses moyens ou qu'elle est vraiment crispée, parce qu'il y a des gens vraiment, ils sont crispés, ils lèvent leurs mains comme ça, mais c'est serré, quoi. Enfin, on voit qu'ils sont pas à l'aise dans leurs gestes.
Et là, je veux dire, si la personne elle est comme ça, il y a quelque chose là, c'est pas normal. On est stressé, ok, mais on peut pas être stressé pendant 3 heures là. Et c'est là aussi qu'on va pouvoir encore intervenir. Et c'est très important. Et cette observation-là, elle est faite la première fois, mais elle est faite aussi plusieurs fois par semaine. Il y a des personnes qui vont venir observer les prods, etc. Et on a aussi une checklist et on va cocher. C'est ok, pas ok. Et après, on a des choses qui sont revues aussi. Donc même quand ils sont formés, il y a toujours cette espèce de contrôle, mais c'est pas pour les fliquer en fait. C'est vraiment pour pouvoir désamorcer. C'est exactement avant d'arriver au pire. Parce qu'après, quand c'est foutu, on peut pas rattraper. Hein. C'est vraiment de se dire, on va détecter certains comportements et on va faire la remarque et on va y travailler. Et en général, on le voit une fois, on en discute, on fait un entretien une fois qu'on a fait l'observation, j'en discute. En général, je leur dis, ça c'était bien, ça c'était bien. Par contre, ça, attention à tes temps de désinfection, attention à ça. Et puis en fait, après, la prochaine fois qu'ils rentrent, comme ils savent un petit peu ce qui allait pas, ils se corrigent et déjà ils rentrent un peu plus sereins parce qu'ils sont au courant de ce qu'ils doivent corriger en fait. Alors que la première fois, comme ils savent pas trop, ils avancent un peu à tatillon et ça aussi c'est très important en fait. C'est bien de faire ce retour permanent. Ouais, c'est le feedback court. C'est ça. Et du coup, là, c'est une très bonne transition au final pour le troisième, la troisième aspect au final de ce qu'on va de la formation générale, ça va être ce que moi j'appelle le recyclage, où tous les ans ou 2 ans ou je sais pas, et du coup on fait comme tu fais une observation de tâche de la personne en train de réaliser ses actions et on va regarder si la pratique est toujours sous contrôle, s'il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises, etc. pour recontrôler que tout va bien et peut-être parfois complété par une formation théorique. Ça, c'est pareil, il y en a dans très peu. On fait ça très bien pour le vide de ligne, les médiaphiles, les entrées en salle blanche, mais pour le reste... Pour le reste, c'est pas... on n'est pas au point, honnêtement. C'est vrai que après tout ce qui est aseptique, on a tendance à être après c'est la réglementation qui nous l'impose très sincèrement, donc on a tendance aussi à être un peu plus vigilant. Et au-delà de la réglementation, il y a tout ce qui est contamination. Donc on sait très bien que les enjeux ils sont énormes. On sait très bien qu'une personne qui va rentrer en salle blanche, 80% de chances que c'est elle qui contamine la salle. Donc d'où l'aspect un peu plus strict à ce niveau-là. Après c'est vrai que pour les autres secteur, ne serait-ce que le conditionnement, ce serait intéressant d'avoir certaines formations annuelles. Alors, nous, on fait pour certains cas, parce qu'on a des activités d'inspection visuelle. Donc, sur certains types d'inspection, parce qu'on a divers clients, donc ça change énormément, il y a des rappels qui sont faits annuellement. Mais après, c'est pas pour toutes les activités, et c'est là que c'est bien dommage. Mais sinon, on essaye... Alors, on fait le max, mais c'est vrai que, encore une fois, c'est cet ennemi, le grand ennemi, c'est le temps. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on a envie, qu'on aimerait, mais on a du mal. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que nous, on a un arrêt technique, par exemple, chaque année, et quand on a cet arrêt technique-là, on va en profiter aussi pour essayer de mettre en place, des choses pour réexpliquer des petites choses, faire des espèces de formations annuelles. Mais sinon, c'est vrai que c'est très très compliqué parce qu'on n'a pas le temps en fait. Ouais, mais je suis d'accord avec cet l'arrêt technique, mais le problème c'est comme disait Arnaud, c'est que les opérateurs doivent toujours être occupés et du coup on leur cale tous les formations là. Mais au final, pendant un arrêt technique, on peut pas faire d'observation de tâches. Et l'observation de tâches, c'est pour moi la clé. Et ça se trouve en faisant une observation de tâche de démarrage de ligne par exemple, ou même de juste de réception des AC. On va contrôler une fois par an chaque opérateur à comment il contrôle ses AC avant de conditionner par exemple. Malheureusement. Malheureusement. Combien de déviations ça nous éviterait? Une déviation, allez, on prend 5 heures à la traiter, c'est 5 heures de gagné si on le fait tout. Mais nous c'est, moi je l'ai souvent fait, ce que tu as décrit, Paul-Adrien, quand on fait des missions, quand on va aller regarder des vides de ligne. Alors j'ai un client, on allait regarder des vides de ligne à 3 équipes différentes, plusieurs lignes différentes. Et on a passé la semaine, effectivement. Alors après, il faut le répartir sur l'année. Mais juste avec ces observations, tu te mets là, t'observes, tu dis rien, tu poses aucune question. Et déjà, tu vois des différences de pratique et des trucs qui interpellent.
Et donc, enfin, nous, on le fait dans le cadre de nos missions en pré-diagnostic ou des choses comme ça. Mais en interne, un manager qui fait ça, il voit tout de suite là où il faut aller recaler en termes de formation, quoi, en fait. En gros, tout ce que tu vois, Ayat, quand tu fais tes observations de zone, c'est ce que tu verrais sur tous les autres secteurs, quoi. Alors, en plus, c'est super frappant. Alors, il n'y a pas que moi qui ai fait ces observations. Ce qui est bien, c'est que on a la partie qualité, mais on impose aussi aux personnes de s'auto-évaluer entre eux, en fait. Bon, alors là, c'est bien ça. C'est bien et c'est pas bien. Alors, c'est bien parce que, c'est bien, c'est une bonne idée, hein. Mais ils jouent pas le jeu. Alors très clairement. Après, je peux comprendre, hein, et c'est normal. Ils jouent pas le jeu. Alors ils essayent. C'est pas qu'ils jouent pas le jeu. Ils sont gentils. Ils sont trop gentils. Mais en fait, on prend mon formulaire à moi, une espèce de checklist. On prend leur checklist. C'est complètement différent la manière dont c'est complété. Et après, c'est pas. Je leur demande pas non plus des exploits, mais comme ils doivent s'auto-évaluer, c'est un peu la mentalité, mais si je mets ça, lui, la prochaine fois, il va aussi me noter ça. Et du coup, c'est un peu, c'est bien, c'est une bonne idée, mais en même temps, ils sont un petit peu encore, pas encore très réceptifs et ils osent pas trop, en fait. Ils osent pas trop, c'est juger leurs collègues, en fait, finalement, pour eux, ils le voient comme ça. Alors ils ont peur de la conséquence, quoi. Ouais, c'est un peu complexe. C'est une transition fabuleuse pour la dernière partie de mon plan que je voulais évoquer avec vous. C'est justement la culture qualité dans une entreprise. C'est-à-dire que après, on peut former les gens, les habiliter autant qu'on veut. S'ils n'ont pas compris et s'ils veulent pas respecter les règles, eh bien du coup, ils ne les respecteront pas. Et donc tout ça dépend vraiment de la culture qualité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'au plus les gens auront compris ce qu'ils faisaient, pourquoi il y a cette règle, l'intérêt de porter tel ou tel équipement ou quoi, eh bien du coup ils le feront d'eux-mêmes parce qu'ils comprendront l'intérêt et ils le respecteront. Pourquoi il faut avancer le plus lentement possible, assez lentement en zone stérile, pourquoi il faut pas bouger un peu partout. Et du coup s'ils n'ont pas compris tout ça, eh bien du coup ils auront plus de mal à respecter cette règle parce qu'ils trouveront ça un peu débile, quoi. Et donc ce que tu dis là, le fait des autres personnes qui vont évaluer leurs collègues ou même les observer et leur dire attention, tu bouges un peu vite, ou attention là, fais plutôt comme ça, tu passes sous le flux là. Et bien du coup, c'est ce qu'on va appeler la qualité interdépendante, où du coup la qualité est l'affaire de tous, et c'est un esprit d'équipe qui va faire que tout le système qualité va se solidifier autour des gens et non d'une personne qui va être ou le superviseur ou le responsable AQ, quoi. C'est exactement ça. Et puis ce qui est super important aussi à dire, c'est qu'il faut faire comprendre aux gens, en fait, qu'ils font pas parce que c'est la Q qui le demande, en fait, parce que des fois on pose des questions aux gens, mais la Q a dit que oui, la Q a dit que la Q est là pour encadrer et rappeler que voilà, il faut faire comme ça. Mais c'est pas parce que la Q l'a demandé, derrière il y a une raison. Et c'est ça qu'il faut vraiment cibler quand on va expliquer la chose. Et c'est super important parce que il faut aussi avoir plein d'oreilles un petit peu partout, parce qu'en écoutant aussi au niveau de son environnement, ne serait-ce qu'en allant boire son café, on va entendre des petites choses. Et c'est là qu'on va dire mais s'il pense ça, c'est que c'est problématique. S'il pense que c'est la Q a dit qu'on doit faire comme ça, c'est qu'il comprend pas en fait pourquoi il le fait. Et s'il comprend pas pourquoi il le fait, l'implication elle est pas là en fait. Il va pas s'impliquer autant que s'il comprenait. Et c'est là où on va devoir rechanger certaines mentalités et dire oui, on vous l'a demandé certes parce que la réglementation l'impose aussi, mais au-delà de ça, il y a des conséquences. C'est pourquoi la réglementation l'impose. C'est parce que du coup, ça sert à quelque chose. Oui, moi j'allais mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais du coup, si les personnes disent oui, la Q nous a demandé, est-ce que à un moment donné, quand au niveau de la Q, on peut avoir plutôt une culture de comme on le disait tout à l'heure, on fait des formations pour prouver qu'on a formé. Ça fait aussi partie du problème, quoi, quelque part. Oui, c'est un problème. Donc c'est un changement de culture au deux niveaux, quoi, en fait. Ah oui, c'est aussi. Alors très clairement. Alors l'assurance qualité c'est pas les rois du monde. Il faut aussi qu'on se remette en question, nous, en tant que
représentant de la qualité, parce que si on se remet pas en question, moi je me remets en question très souvent, hein. J'essaye, du moins je suis pas parfaite, et j'essaye parce que c'est très important justement, c'est si on part avec ce confort de je suis la Q, j'ai tous les droits, je suis la police, on va droit dans le mur. Et en plus c'est comme ça qu'on est vu en général, quand on nous voit on a peur de nous. Et c'est ça, j'essaie quand même de le changer tout doucement. Ça a quand même, l'image de la Q a quand même énormément changé, nous, à notre niveau. Et je veux vraiment leur faire comprendre que nous, on est là, on est des supports. On n'est pas la police, on n'est pas là pour faire de la répression. On est là pour les accompagner, en fait. Et quand ils arrivent à le comprendre, il y a aussi l'implication, elle change déjà. Donc, ils commencent à être un peu plus impliqués. Nous aussi, il faut qu'on leur donne les explications nécessaires, parce que si on leur demande juste d'exécuter, mais qu'ils comprennent même pas pourquoi ils doivent exécuter, ça a aucun intérêt, en fait. Ils doivent faire parce que, voilà, comme dit, ils doivent compléter un doc, et ce doc, on va le présenter un jour en inspection, il est là, c'est bien, il est complété, on est content, mais le problème, c'est que on sait pas, comment dire ça, le doc est complété, ok, tout est bon, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce qu'un jour il va pas se planter et là, ah ouais, mais on a complété le doc, mais derrière, on n'a pas trop vérifié si c'était vraiment, vraiment bon. Donc, c'est ces questions qu'il faut se poser au quotidien. Et c'est des petits challenges, en fait. Et c'est aussi, il y a aussi tout ce qui est, question d'ego, parce que ça en fait partie aussi, hein. Parce que des fois, on essaye alors, entre l'actu et la prod, ça marche pas toujours. Faut aussi essayer de trouver, très clairement, en fait. Alors, on a des personnes qui vont être vraiment trop qualité. Alors, c'est bien d'être qualité, je dis pas le contraire. Les ayatollahs. Mais il faut aussi avoir, ouais, c'est un peu ça. Et ça, c'est pas bon. Ça ne va pas. Il faut, avoir la sensibilité aussi un peu de la production. C'est pour ça d'où l'importance d'observer leurs activités, de connaître ce qu'ils font, de bien connaître, d'être en contact avec eux, parce qu'après, on va comprendre leurs contraintes, on va comprendre un petit peu tout ce qu'ils peuvent rencontrer au niveau de leur cheminement de formation, au niveau de leur poste, etc. Et une fois qu'on va voir tout ça, il y a des choses qui se débloquent au niveau de nos égos déjà. Donc, on va un peu être plus compréhensif, on va un peu plus écouter, etc. Moi, je le sais parce qu'au début, j'étais un peu trop... je connaissais pas tout, donc j'étais un peu trop « je suis la Q, il faut faire comme ça ». Et en observant, en ayant discuté, après, c'est des mentalités à changer, hein. En étant en contact avec les personnes, on voit vraiment toutes les difficultés et puis on arrive à comprendre les choses. Et du coup, on arrive à mettre des choses en place et c'est ça qui est bien. C'est vraiment cet échange où il faut un petit peu que chacun y mette un peu la main à la pâte, en fait, finalement. Ce que tu décris, la peur des opérateurs, c'est vraiment un symptôme de la qualité, de la qualité dépendante. C'est-à-dire qu'effectivement, on donne pas l'occasion aux personnes de remettre en cause le système parce qu'ils savent que ça fonctionne pas. Et au final, on leur dit de le faire, mais ils savent qu'au final, ça fonctionne pas. Alors des fois, ils respectent pas la règle parce que ça leur paraît débile vu qu'ils le voient que ça fonctionne pas. Et donc c'est là où effectivement, tu as totalement raison d'aller sur le terrain, de comprendre, etc. Et tu mets un peu d'eau dans ton vin pour ta qualité à toi, et eux mettent un peu en leur expliquant, voilà, moi mon but c'est d'atteindre ça. Ah mais attends, tu devrais ouvrir cette vanne. Et puis là du coup, hop, ça marche mieux. Enfin, tu vois, je sais pas, j'ai dû ouvrir une vanne, mais voilà, tu changes ce truc-là. On est tout à fait dans. Et tout le monde est content après. On s'entend tous très bien après, on est tous copains, c'est génial en fait. Une fois qu'on arrive à. En fait, c'est juste un temps où il va falloir essayer de se comprendre. Que les autres services arrivent à comprendre la qualité. Et que la qualité arrive à comprendre les autres services. Le tribalisme. Mais après, ça prend du temps, il faut prendre le temps, il faut, accorder les violons, très patient. Il faut être très patient, là, c'est un truc de patience où il faut, voilà. Mais après, ça marche. Alors, c'est des efforts qu'on fait, certes, mais au final, le résultat, il est là. Le résultat, c'est qu'on a des gens qui foirent pas leur formation, qui contaminent pas la salle, qui se contaminent pas en s'habillant, etc. Donc, et qui font progresser le système. Et qui font progresser le système et qui sont motivés parce que une fois qu'on les responsabilise, qu'on leur dit des choses, qu'ils sont entre guillemets qui sont aussi là pour mettre des idées en place, etc. Et ils y vont. Hein. Je leur dis toujours, moi, je suis juste en support. C'est votre boulot à vous. Si vous avez envie de changer parce que votre doc il n'est pas adapté, mais il faut le dire en fait. Vous le changez. Moi, je suis juste là pour voir si niveau qualité il va jouer ensuite. Mais sinon, l'idée, elle est à vous, c'est à vous de mettre en place. Et quand on leur parle comme ça, ça les implique, ils sont là, ils ont envie, ils sont motivés en fait.
Et c'est vraiment là qu'il faut dire, c'est votre boulot, vous le connaissez mieux que nous. Nous, on est juste là pour un espèce d'aspect réglementaire. Et vous êtes au courant mieux que nous, entre guillemets. Nous, on est juste là un petit peu pour vous aider à mettre en place l'idée. Et une fois qu'on parle un peu comme ça, ils comprennent les choses et ils ont envie de faire. Et en plus de ça, ils vont avoir des documents qui vont leur parler parce qu'ils sont adaptés à ce qu'ils font. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Ça peut être des documents avec des phrases, des paragraphes, des trucs où c'est juste un infect à lire, en fait, finalement. Donc vraiment, il faut trouver cette méthode de travail-là pour pouvoir vraiment mettre en place des choses. Et ça prend du temps. Je le dis, là, c'est facile. Je le dis, voilà, parce que j'y suis arrivée. Mais là, on parle en années, concrètement. On parle en années, c'est pas en un mois, 2 mois. C'est vraiment, il faut être patient. Mais après, ça marche. Et quand ça marche, ça va tout seul. On gagne du temps. Les gens sont pas stressés, ils sont pas stressés en salle. Et puis, on évite plein de choses, en fait, finalement. Et puis, des problèmes diminuent. Donc, c'est juste génial. C'est super. Bon, en tout cas, les amis, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on parle. Donc, on a fait en plus le tour de ce que je voulais discuter avec vous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour ces derniers instants? Moi, de mon côté, je pense qu'on pourrait rajouter énormément. Je pense qu'on pourrait parler des heures de ce sujet-là. Voilà, exactement. Mais du coup, je vais pas rouvrir sur un autre sujet parce que effectivement, on arrive sur la fin. Mais non, c'était vraiment très intéressant de pouvoir avoir cet échange, quoi. Oui, c'est vraiment agréable d'échanger sur ça. Alors, c'est vrai que quand on est... Puis on sent que c'est ta passion, hein. Ouais, J'adore ça. Je suis une vraie passionnée. Et j'adore ça. Et c'est super important aussi d'aimer ce qu'on fait, hein, je rajoute, parce que quand on aime ce qu'on fait, on transmet aussi et du coup, les gens sont beaucoup plus réceptifs. Ah, c'est clair. C'est juste. Alors, Hayat, si jamais les gens veulent te poser des questions, est-ce qu'ils peuvent te contacter d'une façon ou d'une autre sur LinkedIn ou quelque chose comme ça? Oui, en général, je suis assez active sur LinkedIn. Donc, si on veut me contacter sur LinkedIn, ce sera avec grand plaisir. Hein. Donc, c'est Hayat Milly. Et puis, je répondrai à toutes les questions des personnes qui sont susceptibles de m'en poser. Super, du coup tu seras tagué dans le post, ce qu'on poste ça sur LinkedIn bien sûr, hein, c'était là où je voulais en venir. Donc tu seras tagué dessus et les gens pourront te contacter, super. Bon alors avec plaisir. Arnaud, nous où est-ce qu'on nous retrouve? Pareil, hein, LinkedIn. Je pense que après il y a toujours la chaîne YouTube. J'en parle encore ou non, ça va, il y a quelques vidéos sur le vide de ligne très intéressantes. Et puis le spin-off de Good Manufacturing Podcast, hein, c'est marqué dans le BPF. Voilà, super podcast où on se marre en lisant les BPF. Exploit. Ça... Voilà, mais ça reste LinkedIn notre lieu le plus simple pour nous contacter, quoi. Parfait. Bon écoutez, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt tout le monde. Merci à vous deux.